Everyone to the YesPact Learning Series, the final YesPact Learning Series for the phase 2 of the YesPact cycle. I would want to welcome each and every one of you for taking time out of your busy schedule to join us for this virtual learning engagements. And we're going to begin with a few house rules. We have an interpretation at the moment. So if you want to access the interpretation, you just have to go on to more, and then you're able to find interpretation. With interpretation, you're able to choose whichever language as to whether English or French, and you'll be able to follow through with today's learning series event. Thank you all. So at the moment, I would want to begin by welcoming each and every one of us. We have 4 panelists today for today's YesPact Learning Series on guidance in TVET to facilitate youth employment in Côte d'Ivoire. And as we're waiting for our final panelists for today, I would want to go ahead to introduce the panelists and the main speaker for today's YesPact Learning Series. So our main speaker for today's YesPact Learning Series is the Deputy Director of Orientation and Talent Promotion at the Ministry of Technical Education, Vocational Training and Apprenticeship, in the name of Madame Moyero Mathilde from Côte d'Ivoire. And we also have a complimentary speaker from Côte d'Ivoire in the name of Dr. Akpe, who is the lead for Côte d'Ivoire's YesPact chapter and a researcher at CREMIT. Our next panelist for today is in the name of Mary Kweji, who is the coordinator for TVET Industry Linkage and Collaborations at the State Department for TVET in Kenya. We also have with us Gifty Mensah, who is the Deputy Director and Head of the Guidance, Career and Counseling Units at the Ghana TVET Service. We'll be having Fred Asa Kisiedu joining us soon, who is also the Senior Program Officer at the Ghana Ministry of Education TVET Directorate. And as we wait for our panelists from Niger, in the name of Dr. Ibrahim Alhaji Daou, who is the Deputy Secretary General of the Ministry of Higher Education, Research and Innovation in Niger. So I would want to say a very big welcome to each and every one of us once again, and also to all our YesPact chapter members from Côte d'Ivoire, Ethiopia, Ghana, Niger, Rwanda, and Uganda, and also others who are interested in the youth employment and skills work that we do, who are joining us today for our YesPact Learning Series. I would want to give the stage to Mona Idrisu, who is the head of youth employment and skills, to give us an opening remarks. And before she comes in, Mona oversees our projects that helps African countries create an enabling environment for developing youth skills to meet current and future job demands. Mona is an international development expert and economist with extensive work experience in research and generating evidence-based learning and job creation, entrepreneurship, education, and 21st century skills development, youth governance, agriculture, and youth in technologies. Ladies and gentlemen, I would want to pass over the stage to Mona Idrisu to give us the opening remarks for today's YesPact Learning Series. Thank you, Deborah. So for those who joined a little bit later, Deborah is our YesPact coordinator and our very able moderator for today. So thanks, Debbie. So welcome everyone, and good morning or good afternoon, depending on where you're joining us from. We are gathering again for another edition of our YesPact Learning Series.
For those who have been with us from day one, I think it's our either fifth or sixth in total, but this is the final one for this phase of the YES Pact implementation cycle. Today's theme will be looking at guidance in TVET to facilitate youth employment in Côte d'Ivoire. And I would like to thank our panelists who have contributed, who are going to contribute to this discussion. And thank you very much for taking out the time from your busy schedules. I know you're all working very important jobs in your various countries and various relevant ministries. So we're very grateful for taking the time out to honor our invitation, and to our key presenters today. Thank you also. So today our focus is on Côte d'Ivoire, but as we all well know, some of the common problems we share and potential solutions cuts across regardless of which African country you find yourself. And that's the very heart of what the YES Pact seeks to do, which is to bring together stakeholders in different African countries, particularly the 6 countries that we're active in, to exchange knowledge and problem solve towards the common issues that we face, particularly in the area of youth employment and skills. So in Côte d'Ivoire, as in many other African countries, the need for effective youth employment strategies cannot be overemphasized. And then you will find that for this to happen, it is important that we're bridging the skills mismatch, as highlighted in a series of research papers we've put out on the future of jobs, and particularly looking at TVET, which provides the potential to bridge the skills mismatch and also potentially create jobs for young people on the continent. Again, in one of our blog pieces online, we talk about how technical and vocational education can help close the skills gap. So for those interested afterwards, it's up online. And what's critical is that youth unemployment rates in countries that have well-established TVET systems, we see that the youth unemployment rates are low. It doesn't mean that we're saying it's because of this, but there are strong linkages between having robust TVET systems and how that contributes to youth employment rates. We also see that in countries such as Rwanda, since 2016, thanks to the expansion and enhancement of their TVET programs, youth unemployment rates have gone down by nearly 4%. So again, this highlights the potential impact of effective TVET systems in transforming youth employment prospects. A key aspect of that is career guidance and counseling, in enabling our young people to appreciate, not just young people, but parents as well, and everyone else to appreciate the importance of providing the right guidance for young people so that they're increasingly choosing TVET as an equally better or as an equal level education to our traditional grammar education, or even better. So the more we're having these conversations, the more we can strengthen the area around guidance for young people so that we're increasingly encouraging them into the area of TVET. So thank you once again for your time, and I hope that you will find this discussion useful and helpful in your various areas of work, because I know our core audience, most of you work in the space of TVET. So thank you once again, and I'm going to hand over back to Deborah. Deborah, thank you. Thank you very much, Mona, for a brilliant opening remarks. I would want to proceed with our main speaker for today, in the name of Madame Mayero Mathilde. So Madame Mayero Mathilde is currently the Deputy Director of the Directorate of Orientation, Scholarship and Mobility, where she has worked for 20 years with great experience. Madame Mathilde, est-ce que vous m'attendez? C'est le moment pour vous de commencer avec votre présentation pour aujourd'hui. Merci. Merci, Madame Deborah. Je voudrais avant tout propos vous dire merci pour le choix que vous avez porté sur ma modeste personne pour animer cette conférence.
sur le thème des expériences de promotion de l'orientation dans l'UTFP pour faciliter l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Mon intervention va s'articuler autour de 5 points essentiels. Il s'agira de parler de d'abord présenter le dispositif de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. Déborah, Déborah. slide suivante. Next. Next. Pardon. Suivant, quoi. Suivant, voilà. Présentation du dispositif de l'ETFPA. Il fait l'historique de l'orientation en enseignement technique, la formation professionnelle et chercher les pistes de solutions pour accroître l'employabilité des jeunes. Alors, quel est le rôle de la direction de l'orientation des bourses et de la mobilité dans la mise en œuvre de ces axes et recommandations pour renforcer l'attractivité de l'ETFPA? Suivant. Donc, la présentation du dispositif de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. Ce ministère a été souvent confronté à une instabilité institutionnelle, tantôt placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, du ministère de l'Emploi, du ministère de la Jeunesse, parfois un ministère plein. Et aussi, ce ministère a été pendant longtemps considéré comme un appendice du ministère de l'Éducation nationale et ses missions ont été presque occultées. Donc, quelles sont les voies d'accès aux structures de formation? Nous avons 4 voies d'accès. Il y a la voie de concours, la voie de l'orientation, la voie de passerelle et accès direct payant dans les établissements privés. Et notre dispositif connaît quelques faiblesses. Et ces faiblesses, c'est l'inadéquation formation-emploi, des programmes de formation qui ne répondent pas souvent aux besoins de l'économie. Il y a aussi la faiblesse du taux d'insertion des apprenants. Il y a une enquête qui a été faite en 2020 par la direction d'apprentissage et d'insertion professionnelle des diplômés de 2019. C'est-à-dire que les élèves qui ont eu le BT, le brevet technicien, sortis, qui ont fini, qui ont eu leur diplôme en 2019, le taux d'insertion est à 29,33%, ce qui est vraiment faible. Donc, la faiblesse aussi des ressources financières. La faiblesse des ressources financières allouées au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Un budget de formation. Le budget s'élève pour cette année 2024. Le budget est de 76 milliards 74 millions. C'est un budget qui est vraiment insuffisant pour réaliser tous les projets de formation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons aussi une insuffisance au niveau des structures de formation. Nous avons au total 66 établissements publics sur tout le territoire national. Et ces établissements sont inégalement répartis sur le territoire national. Il y a aussi l'insuffisance des internats qui pouvaient accueillir ces élèves. Nous avons seulement 4 établissements qui sont dotés d'internats. Suivant. 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 Next. Next. Suivant. Comment on peut faire? Voilà. Fais passer. Nous allons parler de la pratique de l'orientation, faire un peu d'historique de la pratique de l'orientation en enseignement technique et de la formation professionnelle. Jusqu'en 2000, nous avons commencé l'orientation dans la formation professionnelle, et seulement dans les établissements publics. Et la pratique en tant que telle, l'orientation, c'était vraiment, le traitement était vraiment manuel. Et on utilisait les fiches d'orientation. Pour la collecte des vœux d'orientation, c'était les fiches d'orientation qu'on mettait à la disposition des élèves pour qu'ils les renseignent. Et la commission durait 2 mois, on faisait 2 mois pour tenir les commissions. Et vraiment dans les conditions difficiles, on utilisait les calculatrices pour calculer les moyens de sélection. Et à ce niveau-là, vraiment, les plaintes étaient nombreuses quand on publiait les résultats. Parce que les résultats, on les publiait tardivement, du temps qu'on mettait pour faire l'orientation. Mais de 2000 à 2010, les choses ont évolué quand même. Même si on utilisait toujours les fiches d'orientation, mais les capacités d'accueil ont augmenté avec le soutien des établissements privés.
Et on a commencé à utiliser les ordinateurs et avec les logiciels comme Access, on a abandonné les calculatrices, voilà, au profit maintenant de l'informatique. Et les affichages des résultats, c'était dans les établissements publics, enfin, la publication des résultats, on faisait les affichages des résultats dans les établissements publics ou bien dans les établissements d'origine des élèves. Mais à partir de 2021 jusqu'à ces jours, les choses ont vraiment évolué. La pratique de l'orientation s'est améliorée. Maintenant, la collecte des vœux se fait en ligne. L'enfant il formule ses vœux en ligne. Il choisit son établissement sous ses filières en toute responsabilité. Et les parents aussi sont impliqués, ils s'impliquent dans cette affectation. Donc, du coup, il n'y a plus de plaintes. Il n'y a pas les vœux sont respectés, les choix des enfants sont respectés et il y a les non inscrits, on a réduit quand même le nombre des non inscrits. Et il faut dire aussi que la publication des résultats s'est faite en ligne désormais. L'enfant va sur la plateforme et il a son résultat. Suivant. Voilà, nous avons fait aussi ce tableau comparatif des effectifs des élèves orientés à l'éducation nationale et à l'enseignement technique et la formation professionnelle pour voir un peu comment les choses évoluent. Vous voyez, à l'enseignement général, il y a 102 492 élèves qui sont orientés en enseignement général, contrairement à l'enseignement technique où nous avons 45 156. Donc, l'écart est encore grand. Ce qui veut dire que les élèves s'intéressent plus à l'enseignement général. Certainement, peut-être qu'ils méconnaissent encore l'enseignement technique et la formation professionnelle. Suivant. C'est ça? Les pistes de solutions. Non. C'est suivant. Attends. Ouais, Non, elle a il y a dépassé. quelque chose qui a sauté. Ok. Non. Avant de faire l'historique, là. Review. Attends. C'est ça? Avant de faire l'historique, on a un point qui a sauté. Madame Deborah, nous avons un... Voilà, avant l'historique, il y a un slide qui a manqué, je sais pas. La présentation. Avant l'historique. Before. OK. C'est ça? Voilà, ah non, ça va. C'est bon, on peut revenir. It's okay. On a... You can go back. Let's go to... So let's go to Ines. OK. Ines, OK. Nous avons les pistes de solutions. Tout à l'heure, quand on décrivait le dispositif, on présentait le dispositif de l'enseignement technique et la formation professionnelle, nous avons évoqué quelques difficultés que nous avions en enseignement technique et la formation professionnelle, qui sont les faiblesses de ces ministères, de ces dispositifs. Alors, quelles sont les pistes de solutions qu'on propose et qu'on a déjà, les solutions on essaie les différentes réformes, les solutions qu'on veut apporter à ces différentes difficultés, à ces faiblesses. Nous avons la réforme. En 2009, le ministère a entrepris des réformes qui visent à améliorer la qualité de l'enseignement technique et la formation professionnelle et à renforcer l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Et ces réformes passent par le partenariat formation entreprise et insertion professionnelle. Parce qu'il faut quand même renforcer les institutions de formation et les entreprises pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. Il y a aussi rendre accessible l'enseignement technique et la formation professionnelle à tous les jeunes. Et aussi adapter l'offre de formation aux évolutions technologiques et aux exigences du marché du travail. Et c'est ça qui manquait. Parce qu'en fait, on parle d'inadéquation formation-emploi. Si les offres de formation ne sont pas adaptées aux évolutions technologiques et aux exigences du marché, il n'y aura pas d'adéquation formation. Alors, dans ce cas, pour la réforme, il fallait quand même mettre en place un cadre réglementaire. Donc, la loi d'orientation, on a appliqué la loi d'orientation qui prend en compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui donne accès à tous les jeunes à la formation technique et à la formation professionnelle. Et aussi, la priorité qui est accordée à l'enseignement technique et à la formation par l'État.
Suivant. 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 Next. OK. OK. On avait dit dans les faiblesses, on avait parlé de le ministère de l'enseignement technique qui était tantôt au ministère de l'Éducation nationale et dans d'autres ministères. Donc, il fallait mettre en place un cadre institutionnel pour créer un ministère plein, c'est-à-dire un ministère qui est en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et en 2021, le nouveau ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Kofi Nguessan, a partagé cette vision du ministère. Et cette vision essaie de repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Et cette vision se décline en 2 axes. Et c'est l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Dans l'Académie des talents, dans l'Académie des talents, il fallait mener des actions de réhabilitation. Et c'est ce qui a été fait. Les réhabilitations des infrastructures qui ont été dégradées pendant les crises que nous avons connues ces dernières années. Les crises météo-politiques et les crises même post-électorales. Donc, ça a vraiment dégradé ça a vraiment détruit certains établissements. Donc, il fallait réhabiliter ces établissements et construire d'autres établissements, rééquiper les ateliers, rénover les plateaux techniques et puis rénover aussi le contenu pédagogique des programmes pour que l'adéquation formation-emploi puisse être une réalité. Et ainsi, il fallait améliorer les conditions de travail des apprenants et tout le personnel. Et aussi, il fallait renforcer les capacités des personnes enseignantes, c'est-à-dire les formateurs. Il fallait renforcer leurs capacités. Et à ce niveau-là, il y a des enseignants des filières de l'hôtellerie qui se sont rendus en France pour être formés, pour renforcer leurs capacités. Il y a aussi les enseignants des filières industrielles qui sont partis en Chine aussi pour le renforcement de leurs capacités. Suivant. 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 Next. Non, l'école, non. On revient. On parle maintenant de l'école. OK. Le deuxième axe, j'avais parlé de 2 axes. Le deuxième axe, c'est l'école de la deuxième chance. Et l'école de la deuxième chance, voilà l'école de la deuxième chance. Quel est le but, quel est l'objectif de l'école de la deuxième chance? Non, l'école de la deuxième chance vise à donner aux jeunes Ivoiriens l'opportunité d'acquérir des compétences professionnelles dans le but de l'insertion professionnelle. Et aussi les accompagner dans leurs projets. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je disais, l'école de la deuxième chance vise à donner aux jeunes Ivoiriens l'opportunité d'acquérir des compétences professionnelles et aussi les accompagner dans leurs projets d'insertion professionnelle. Donc, à ce niveau-là, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées par le ministère. Il y a eu des jeunes gens, plus d'une trentaine de jeunes, qui se sont rendus en France, dans la région d'Égletons, pour être formés au métier de bâtiment et des travaux publics, le BTP. Et ces jeunes gens, après la formation, on les a recrutés directement dans les entreprises partenaires avec le ministère. Il y a aussi les jeunes gens qui ont été formés aussi, plus de 300 jeunes qui ont été formés au métier de la grande distribution, c'est-à-dire la boucherie, la charcuterie, il y a aussi la boulangerie, en tout cas, les métiers de la grande distribution. Et quand ils ont fini d'apprendre, directement, ils ont été recrutés dans toutes ces ces entreprises partenaires du ministère. Et aussi dans cette réforme, comme solution, il y a aussi la création de la direction d'orientation des bourses et de la mobilité. Et cette direction qui a pour mission d'informer les apprenants sur les métiers, les offres de formation et les conditions d'accès
aux formations dispensées dans les structures d'enseignement technique, de formation professionnelle et d'apprentissage. Et cette direction a aussi pour mission de procéder à l'orientation des élèves, des apprenants dans les structures d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Suivant. 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 Comme piste de solution, toujours dans la solution, puisque la direction de l'orientation des bourses et de la mobilité qui a été créée comme pour résoudre ces problèmes. Alors, la sous-direction de l'orientation et de la promotion des talents, cette sous-direction est chargée de l'orientation des élèves après la classe de 3e. Parce qu'en fait, on a parlé d'accès dans nos structures de formation. Il y a la voie de l'orientation. Donc, ça concerne les jeunes, les élèves qui sont en classe de 3e. Et ceux-là sont concernés par l'orientation. Ils font le choix entre, à partir de la 3e, il y a un choix à faire, un choix d'orientation à faire. Soit on choisit le général, l'enseignement technique ou la formation professionnelle. Et cette sous-direction est chargée de l'orientation des élèves après la classe de 3e. Il y a aussi l'orientation à voie de passerelle et l'orientation en première année de BTS qui concerne les élèves qui ont le bac technique et le diplôme de brevet de technicien. Il y a aussi cette sous-direction à un service qui est la promotion des talents. Alors, pour encourager les élèves à venir à choisir notre ordre d'enseignement, nous faisons la sélection des meilleurs apprenants de notre ministère. Ceux qui sont démarqués par leur travail à l'examen, qui ont eu la mention bien, la mention assez bien ou la mention bien. À ceux-là, nous octroyons une bourse d'études et ils vont faire les études à l'étranger. Et à ce niveau-là même, il y a déjà une cohorte qui est partie, une cohorte d'élèves qui sont partis au Canada, voilà, dans ce cadre-là. Et demain, je crois le 6, demain le mercredi, il y a une deuxième cohorte qui se rendra encore au Canada pour les études. Et tout ça, c'est dans le cadre de la promotion des talents. Et tout cela pour encourager les élèves à venir davantage dans notre ordre d'enseignement. Et toutes ces informations sont données dans les séances d'information et de sensibilisation par les inspecteurs d'orientation quand ils vont faire les séances d'information dans les écoles publiques et privées. Suivant. Nous avons aussi, cette direction aussi a mis en place des stratégies de communication sur les filières de l'enseignement technique pour mieux faire connaître nos filières de l'enseignement technique. Puisque souvent, les gens ont des stéréotypes. Ils ont une nouvelle perception de l'enseignement technique. Donc, il faut vraiment de la communication, accentuer la communication pour changer cette perception. Alors, il y a les séances d'information et de sensibilisation dans les établissements publics et privés qui sont menés par les inspecteurs d'orientation, les conseillers d'orientation. Donc, ils voient directement les élèves, vont dans les classes et ils informent les élèves sur les filières, les offres de formation de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous utilisons aussi les spots de télévision, les communiqués radio et télévision, les réseaux sociaux aussi, pour passer l'information. Il y a des passages de télévision et la radio. Normalement, la direction de l'orientation joue un rôle crucial dans la mise en œuvre des axes stratégiques pour promouvoir l'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Suivant. Donc, à ce niveau, quel est le rôle de la direction de l'orientation dans la mise en œuvre de ces axes que je viens de citer, que je vous ai, enfin, l'Académie des talents et de l'école de la deuxième chance? Il y a l'information, la sensibilisation qui est menée par cette direction. Il faut changer la perception. Alors, il faut accentuer l'information, accentuer la communication. Voilà, les campagnes d'information, de sensibilisation. Voilà, on informe les jeunes, les parents. On leur parle des avantages des filières techniques et professionnelles. Et cela aussi, les conseils d'orientation sont des acteurs clés. On a pour guider les jeunes vers les choix de carrière judiciaire qui non seulement correspondent à leurs aspirations, mais aussi aux besoins du marché du travail. Parce que l'information, il faut la donner dans toute sa totalité. Et l'information et le conseil, oui, l'inspecteur d'orientation aide aussi les élèves à
à mieux s'orienter vers les filières adaptées à leurs intérêts. C'est vrai que on veut que les enfants optent pour l'enseignement technique, mais il faudrait qu'ils aient aussi un intérêt pour ces filières et les emmener à avoir d'intérêt, c'est leur montrer, donner toutes les informations relatives à ces filières, parler des débouchés, les avantages de ces filières. Quand on va en enseignement technique, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est l'emploi qu'on peut exercer? Donc voilà, et là, c'est très important. Il faudrait que les experts d'orientation leur donnent toutes les informations sur toutes ces choses. Il y a aussi l'accompagnement personnalisé. Là, c'est le travail des inspecteurs d'orientation qui aident les élèves à définir leur projet professionnel. Et c'est important d'avoir un projet professionnel pour un élève. Parce que quand il a un projet professionnel, il sait où il va et il est déterminé. Suivant. 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 OK. On continue encore dans la sensibilisation aux opportunités de formation. C'est-à-dire que cette direction se charge à donner toutes les informations. C'est-à-dire à sensibiliser aux avantages des formations techniques et professionnelles souvent sous-estimées. Vous voyez, les gens ont des stéréotypes. Souvent, on dit que voilà, l'enseignement technique, c'est celui qui n'a pas réussi, c'est celui qui est nul ou alors qui est âgé et qui va là-bas. Il n'en est rien du tout. Donc, il faudrait que ces choses soient vraiment il faudrait qu'on communique suffisamment sur ces choses pour changer cette perception. Alors, il faut parler des avantages des formations techniques et professionnelles. Leur dire qu'il y a parler des voies d'insertion de ces filières. Voilà. Et puis, à ce niveau-là, nous initions aussi la journée d'orientation où on invite tous les élèves, les parents d'élèves et tout le monde pour venir voir. Des fois, même les enfants sont là, qui sont les élèves de nos structures de formation, qui sont jeunes comme eux. Et dans les situations de pratique, ils les voient et cela peut susciter des vocations chez les enfants. Et c'est le sens même de la journée de l'orientation que nous initions souvent. Il y a aussi la collaboration avec les partenaires. Il faut créer des passerelles entre l'école et le monde du travail par des visites d'entreprise, les journées d'information sur les métiers. Et veiller aussi à l'égalité d'accès à l'information aux ressources nécessaires pour faire des choix éducatifs éclairés. Suivant. 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 Alors, après avoir dit toutes ces choses, nous avons des recommandations à faire pour renforcer l'attractivité de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage. Par des plateaux techniques, les actions de réhabilitation et de rénovation des plateaux techniques doivent se poursuivre. Diversifier les offres de formation. Diversifier le tissu économique pour accroître les possibilités d'inscription professionnelle. Renforcer les campagnes d'information sur les offres de formation parce que l'information est nécessaire et elle est capitale. Quand l'élève n'est pas informé, il ne peut pas faire le bon choix. Donc, renforcer aussi les capacités des inspecteurs d'orientation sur les stratégies innovantes d'information des jeunes. Il faudrait qu'eux aussi soient informés sur tout ce qui est stratégie relative aux informations. C'est là aussi, c'est comment les approches, tout cela, c'est important pour une inspecteur d'orientation dans sa carrière. Et pour, comme je l'ai dit, l'inspecteur d'orientation est un acteur clé dans ce processus. Donc, développer des stratégies visant à accroître le taux d'insertion des jeunes formés dans les structures de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage. Accroître le nombre d'inspecteurs d'orientation. Là, il faut le dire, les inspecteurs d'orientation sont en nombre insuffisant, alors que c'est eux qui vont dans les établissements vers les élèves pour leur donner l'information. En Côte d'Ivoire, surtout pour le ministère de l'enseignement technique, toutes les directions ne sont pas couvertes d'inspecteurs d'orientation. Mais s'il y a un inspecteur d'orientation, il est seul pour une grande circonscription. Par exemple, je prends une ville comme la ville de Bondoukou, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Il doit couvrir encore des sous-préfectures, plein d'établissements. Et s'il y a seulement un seul inspecteur d'orientation, il ne pourra pas faire le travail qu'il faut.
Alors, les élèves ne seront pas informés, les parents non plus. Donc, il faut accroître le nombre d'inspecteurs d'orientation. Ils sont les acteurs clés, c'est eux qui donnent l'information, qui sont en contact direct avec les élèves. Je pense que j'ai fini. C'est fini. C'est d'accord. fini. Donc, Suivant. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Massif. C'était une bonne présentation. On vous remercie vraiment. At the moment, we have a YesPact portal that is yet to be rolled out or yet to go live. And before I proceed with the rollout of the video that we're going to have shortly before our complimentary speaker comes in, I would want to speak a bit of the YesPact. The YesPact portal is a knowledge sharing portal that we're going to have roll out soon, where both Anchor Institution, YesPact chapter members, and also those within the space of youth employment and skills outside of the YesPact will be able to have a platform where we can engage, share ideas, share insights, and disseminate information and have discussions about issues going on within the space of youth employment and skills. So would proceed now to roll out the video for the YesPact portal. Welcome to the Pact Portal, your gateway to accelerating economic transformation across Africa. To log in, simply check your email for the login link, choose a password and enter your credentials to access the Pact Portal. Here, members gain access to a wealth of resources, including progress reports, toolkits, forums, and more. Dive into our collaborative platform to connect with like-minded individuals, share knowledge, and drive impactful change. Together, we can transform policies into action and propel Africa towards sustainable development and prosperity. Contribute your insights, expertise, and innovative ideas to YesPact's collective knowledge base by submitting an article. Share valuable external articles or research relevant to YesPact's mission by submitting external insights here. These can be external resources you believe will be beneficial to the community and Pact chapter members. Discover the dynamic forums on the portal. Engage in insightful discussions on YesPact initiatives, policies, and strategies in our dynamic forums. Remember to engage with responses by replying to comments and encouraging further discussion. This way, we can all collaborate effectively and drive impactful change together. Explore detailed reports tracking the advancement of economic transformation efforts alongside practical toolkits. Stay up to date with chapter members, view photos and videos of past events and engagements to see YesPact in action. Explore more. Explore our website and discover all the features designed for you. For any assistance, feel free to click the Contact Us at the bottom of the screen. Thank you everyone for your attention. At the moment, I would like to proceed with our call or complimentary speaker in the person of Dr. Akpe Heman, who is going to give us a very quick, short presentation following Madam Mathilde's presentation on today's YesPact Learning Series on guidance in TVET to facilitate youth employment in Côte d'Ivoire. So, bonjour Dr. Akpe. Et maintenant, vous Merci à pouvez toi, commencer Déborah. avec votre présentation. Je vais essayer de partager mon écran. D'accord. Oh, je vais juste faire un additif. Je crois que là, tu l'as déjà dit en anglais. Donc, vraiment, merci, merci aussi à toute l'équipe du YesPact pour vraiment l'activité qui est réalisée jusque-là. On a beaucoup appris. Lorsque vous avez écouté tout à l'heure Madame Moyero, voilà, Madame Mathilde Moyero, vous aurez constaté que dans sa présentation, elle a fait cas du fait de tout ce que l'État a réalisé concernant l'orientation des apprenants, voilà, l'orientation des jeunes qui vont dans le TFP, dans les TVET. Et elle nous a dit de 2000 à 2021, l'État a vraiment augmenté ses capacités de traitement de l'orientation professionnelle. Et elle a dit, quand l'État a amélioré le processus d'orientation,
les apprenants n'avaient pas vraiment envie d'y aller. Donc, quand vous avez vu les chiffres qu'elle a évoqués, on a à peu près 5% d'apprenants qui vont dans les ETFP, alors qu'on a quasiment 95% de ces apprenants-là qui sont dans la formation générale. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la direction de l'orientation, des bourses et de la mobilité a donné vraiment de meilleurs procédés d'orientation et ils ont même des stratégies avec le ministère. Vous avez entendu l'Académie des talents et puis l'école de la deuxième chance. Je rappelle d'ailleurs que l'école de la deuxième chance pour nous, c'est une forme de réorientation des jeunes en vue d'une meilleure insertion professionnelle. Et donc, le YESPAC Côte d'Ivoire, quand je dis YESPAC Côte d'Ivoire, c'est vraiment tous les partenaires des TVET en Côte d'Ivoire qui ont travaillé dans ce secteur sur l'orientation. Madame Moyeno aussi, vous allez constater qu'on a vraiment travaillé sur le processus d'orientation et vous avez vu qu'au départ, on faisait des calculs à la machine. Maintenant, c'est informatisé. Vous voyez qu'on prend en compte les connaissances, les compétences de nos apprenants. Vous voyez? Et donc, avec les discussions avec le ministère, on envisage maintenant penser à prendre en compte, comme Madame l'a dit tout à l'heure, la personnalité de l'apprenant et sa connaissance vraiment du marché, vraiment de l'environnement du travail. Et vous avez vu qu'elle a parlé du projet professionnel et de l'instauration du projet professionnel dans les écoles pour que la dynamique de l'insertion soit encore plus accomplie. Et donc, c'est un peu ce travail qu'on a pu réaliser avec le ministère de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Déborah, tu peux passer à la prochaine slide. Next, please. OK. Alors, donc, le CREMID, enfin, le YESPAC Côte d'Ivoire, avec les partenaires, on a essayé de faire ce petit chemin-là. Et quand vous regardez sur ce dessin, on voit qu'il y a l'État au milieu et autour de l'État, il y a un ensemble de partenaires. Donc, on a les partenaires techniques et financiers, on a les établissements de formation, on a la société civile, on a les entreprises, on a vraiment beaucoup de partenaires comme ça, vous voyez, qui ont des relations et des interrelations pour améliorer la qualité de la formation technique, de la formation professionnelle, donc de l'enseignement technique, la formation professionnelle. Et si vous regardez vraiment toutes ces structures-là, tous ces acteurs-là travaillent pour produire de l'effet sur qui? Sur l'apprenant. Et l'apprenant, c'est qui? C'est les jeunes qui vont aller dans les ETFP, leurs parents et toute la communauté des pairs qui les accompagnent, donc leurs amis, etc., etc. Alors, le YESPAC Côte d'Ivoire a estimé que cet environnement d'apprenants-là n'était pas proactif. Ils ne pouvaient pas décider d'eux-mêmes. Voilà. Et donc, le plaidoyer qu'on réalise aujourd'hui, c'est de permettre vraiment aux apprenants, aux parents et aux communautés de donner la bonne information, d'avoir la bonne information en matière de TFP et de pouvoir s'auto-déterminer, donc de pouvoir décider d'eux-mêmes, donc de pouvoir aller vers les entreprises, donc avoir la méthodologie avec le projet professionnel, comme Madame Mathilde l'a tout à l'heure dit, et de pouvoir piloter eux-mêmes leur programme de formation. Et donc, si on ajoute cette action de l'État, qui est inscrite dans notre plaidoyer politique, désormais, les apprenants vont faire de la pression sur tous les acteurs que vous voyez, entreprises, sociétés civiles, établissements de formation. Ils pourront dire désormais, on veut ce type de formation pour pouvoir avoir tel profil pour insérer les entreprises. Et donc, le ministère a estimé que ce plaidoyer était vraiment intéressant, pourrait donner à la demande de formation, donc aux apprenants, plus de poids pour pouvoir faire la pression sur les établissements de formation, également sur les entreprises. Suivant. Alors, donc, ce sont ces éléments-là qui nous portent vraiment à discuter avec nos partenaires et qui nous ont permis aujourd'hui d'envisager l'orientation numérique, ce que Madame Mathilde avait déterminé. C'est vous qui avez donné le nom orientation éclairée.
Et donc, l'orientation éclairée, c'est de venir appuyer toute la stratégie de l'État en matière d'information sur les filières ETFP et puis ajouter à cela une sorte d'orientation disponible en ligne qui pourrait permettre aux apprenants, donc aux futurs apprenants de l'ETFP, d'avoir la bonne information, de choisir les filières de formation et d'avoir un contact pour avoir de meilleures informations sur l'ETFP. Et donc, c'est vraiment ce partenariat-là qui existe entre l'ACET Côte d'Ivoire et les partenaires de l'ETFP, donc des TVET en Côte d'Ivoire. Et donc, voici un peu le travail que nous essayons de réaliser ici en Côte d'Ivoire. Donc, travailler à faire un test. Donc, c'est une volonté politique, hein. C'est pourquoi c'est inscrit dans le plaidoyer. Et donc, je voulais en cela remercier tous les partenaires en Côte d'Ivoire. Je voulais remercier l'ACET à la tête, Madame Mona Idrissou. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis ici une photo de tous nos partenaires. Vous voyez, il y a le SINAP aussi, il y a le ministère lui-même, il y a la DOP-M. Vous avez même l'inspecteur qui est tout juste au milieu. C'est vraiment un écosystème de l'ETFP qui est très intéressant et on a eu vraiment plaisir à travailler avec tout le monde et on espère que cette collaboration-là va continuer pour pouvoir améliorer la formation professionnelle, l'ETFP en Côte d'Ivoire. En tout cas, vraiment, merci à tous les partenaires. On a vraiment le cercle réduit ici du ministère. Vous voyez, il y a le directeur de cabinet qui est juste là, qui représentait le ministre de l'ETFP. Vous avez Dr Yabo que vous reconnaissez, moi-même juste au milieu. Et donc, vous voyez, il y a le directeur de cabinet adjoint, le directeur même des établissements de la formation initiale qui est là. Donc, vous voyez, c'est vraiment un écosystème dans lequel on se rencontre à tout moment et on travaille. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. Avant de dire merci, je voulais aussi rappeler que après-demain, donc le 8 août, on a un atelier pour réaffirmer notre engagement à travers le YesPat et travailler davantage avec l'ACET pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, celle d'améliorer l'orientation et donc de permettre à l'apprenant de décider de ce qu'il veut devenir demain. Merci Déborah, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. P. Madame Mathieu, c'est une bonne présentation. On a vraiment aimé cette présentation avec beaucoup d'informations que vous avez partagées avec nous. Bien. Alors, avant de revenir sur vous, Madame Mathieu, avec une question, I would like to proceed with our panelists, but before I do, we'd have a survey currently being rolled out on our screen, and I highly encourage everyone to participate in the ongoing survey that you see on your screen. Just take a minute or two and kindly tell us how your experiences about the event so far. If there are any feedback you would want to relate to us, you have the opportunity to do that. We'll just take a minute or two to complete this quick survey and we can proceed to our panelists for today's YesPat Learning Series event on guidance in TVET to facilitate youth employment in Côte d'Ivoire. Alors, pour l'instant, vous allez voir un sondage sur votre écran. Vous pouvez prendre juste une minute ou deux pour compléter cet sondage, de nous dire votre avis par rapport à l'événement pour aujourd'hui. Déborah, Pas renseigné. on a du mal à renseigner. C'est un peu difficile. On n'arrive pas à cliquer à l'intérieur. D'accord. Après l'événement pour aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous pour vous remplir les sondages. Merci beaucoup, Dr. P, pour la réponse. So I would want to, at this point, proceed with our guest panelists from today. We have a panelist in the name of Mary Kweji from
Kenya. We also have a guest panelist from the Ghana TVET service in the name of Gifty Mensah. We also do have Fred Asa Esiedu from the Ministry of Education, and we also will shortly be having Dr. Ibrahim Dao from Niger. So I would want to proceed with a couple of questions for our panelists for today, and I would want to begin with Mary. Mary, are you here? If you're here, great. So we have Yes. Mary here from Kenya. And the question we have for you today is, in your experience with TVET industry linkage, what key elements should Côte d'Ivoire focus on to strengthen partnership between TVET institutions and the private sector for better youth employment outcomes? And also, if you could share a bit of experiences with us in line with Kenya's policies or models that have been put in place, particularly for guidance in TVET to facilitate youth employment. Thank you. Thank you so much, Deborah. I hope I'm audible. Yes, you are audible, and you do have 10 minutes to. Noted. I'm happy to be here today in this forum where we are discussing guidance in TVET to facilitate youth employment in Côte d'Ivoire. I know we share a number of experiences when it comes to training in TVET. Currently in Kenya, we have a population of over 500,000 students enrolled in TVET, and we have over 2,000 TVET institutions, that is public and private. So I'll go straight to your question on how to strengthen the gap between industry and academia. Actually, this is a key challenge, and we've been facing that as a country. But what we have done as a State Department for TVET, which is housed in the Ministry of Education, we created a department that links industry and academia. As you know, in most cases, industry issues are normally addressed in the Ministry of Labor. And so to ensure that we close that gap, a department which coordinates industry linkages was created, and that is where I work. We have also ensured that we engage the industry in a number of activities, including the development of occupational standards, which should actually come from the industry, because that is what guides exactly the kind of occupations required in our country. We've also involved the industry in curriculum development. They are also part of our assessment team when we are doing our national assessments. We ensure we have the industry, and we've also empowered the industrial trainers. As you know, in Kenya, we have embraced the dual training model, where we have our trainees in the workshop 50%, in class 50%. So for this model to be successful, we make sure that we partner with industries, and any industry that we partner with, we also empower a trainer in the industry, so that when our students are out there for the industrial block, then they have someone who is competent enough to take them through. We've also involved industry in ensuring that we recognize and certify skills in industry through the recognition of prior learning. So if we have people in the industry who are very much experienced in the practical work, we assess them, we certify, and that gives them an opportunity to grow in their career and also professional-wise. Other activities that we have made sure we involve the industry in industry advisory committees. Our institutions have industry advisory committees for various programs, and so we ensure that we have a committee that is formed which encompasses industrial players from different industries in a given sector. So those are the ones that guide in the programs that will be implemented in the institutions. They also guide in assessment, they also guide in curriculum development. And also in our board of management and councils in all our TVETs, there is someone who represents the industry. So there are quite a number of activities that we are doing as TVET in Kenya to ensure that we have our industries on board, and not forgetting the policies that we've put in place
We have policies that guide in industrial attachment. We also have policies in dual training, which are all developed having industry players in place. So that is exactly what our industries, and currently in TVET, we have even formed an industry-led task force in the implementation of dual training. So we get members from the industry who represent the employers, the workers, the manufacturers, to guide us on how we can successfully implement dual training. So those are some of the activities that we are doing in TVET. Do I touch on labor market insights? Yes, that would be great. Just a minute to do that, and then we can proceed. Okay, fine. Please do. Thank you. Okay. So on labor market insights, we have our private sector conducting a number of labor market information. We also have government collecting information on labor market. So this information for TVET is very critical because it's the one that guides us on the programs that require to be introduced or established in our TVETs. It also gives us an insight on what exactly is required in the labor market. And remember, we cannot train without involving industry and getting information from the industry, because then we will not be training for anyone. Like we keep on saying that in Kenya, we train for the industry, with the industry, and in the industry, so that we ensure we have the right people. So this information also guides us a lot when it comes to the updating of the occupational standards. We also conduct joint job fairs with industry and employers so that you can learn and know exactly what is expected from our trainees, so that by the time they graduate, then they are ready for the labor market. And we ensure for TVET to be had there is still an issue of perception from your end. We used to have a similar problem, but currently we have a number of students who qualify to join university joining TVETs because they have known what they can get in TVET. So you'll find a number of them coming back to learn in TVET due to the kind of publicity. We also involve our alumni in giving success stories, and that has contributed a lot in changing the perspective of TVET. So in Kenya, we no longer look TVET as a house for the failures, rather a house of the successful people. Then we have a lot of support from the government. So that is really doing well for us. We also have the Office of Career Services, which plays a key role when it comes to now touching our graduates to job opportunities, because they guide the learners. Our Office of Career Services are established as early as in primary school, that is in basic education. Then we have them in our secondary education, in tertiary, and also in the university. So we have Office of Career Services, which guide in choices of programs and also pathways, informing trainees on the pathways. If we join this career, which are the pathways, and it also prepares the trainees for the job market. In that, it prepares them in soft skills, CV preparations, how to attend interviews. The same office is also mandated to coordinate alumni activities and also conduct labor market information. Once they collect the labor market information, they bring it back to us, and then it guides on whether we need to review various programs. It is the same office also that conducts the tracer studies, and these tracer studies are very important because they inform us on if we are training the right people and if the industry is satisfied with the kind of graduates that we offer. Then we also do job fairs, as I said earlier, and we are also in collaboration with the State Department for Labor. We come up with skills mobility partnerships so that our BLAs nowadays no longer just speak on the job issues, but also on the skills issues. So currently that is what we are doing in the country. Thank you so much. Great. Thank you so much, Mary. Really appreciate that. Was very great contribution, and it was great, you touching or highlighting the industry and
I think we've lost Debbie. Can you hear me? Hello? Okay, we lost you for a minute, but you can go on. Hello, Mona. Yes, Debbie, can you hear Yes, us now? yes. Okay, okay, you can go on. We lost you for a second. All right. Okay. Okay, all right. Thank you. So would like to proceed now with Fred Asa Esiedu, who is the Senior Program Officer at the Ministry of Education in Ghana. And Mr. Fred, the question we have for you is, as a Senior Program Officer at the Ministry of Education here in Ghana, what successful strategies have Ghana implemented in career guidance for TVET that could, be adapted to improve youth employability outcomes, particularly in Ghana, and, just as an advice on the model that we have at stake, and also as an advice for Côte d'Ivoire, most importantly. And then the second question would have to be on what are some of the key challenges faced by the TVET Directorate in Ghana regarding the alignment of training programs with labor market needs, and how have we overcome these challenges? So from the perspective of the Ministry of Education, these are the two questions that I have for you. We have just less than 10 minutes to speak or respond to these questions. Thank you. Yes, thank you very, very much. This one, we have great presentations. We're looking in Ghana, you've asked for our success stories, is that not it? And also how it can be adopted. I think what Ghana currently is doing is trying to link TVET training to the industries, so that at one point in time, the student has to be in a classroom, and another time get practical training with the industries. And I think with this initiative is really helping, because students will come out with their skills sharpened already. They are already good on the job. So that's one success story that really is helping the TVET education in Ghana. And also how we can also link TVET to agriculture, because we're looking at youth employment, which is key and is very important with this discussion. So we have farming industries where TVET students also will go on the farm and also learn farming trainings, and it has gone a very long way in that. So I think if we want TVET to succeed in Côte d'Ivoire, Ivory Coast, then also it's very important that Ivory Coast TVET service might link students to their industries, because the industry is a backbone of the economy. So it's very, very important on that. And then also we're looking at some key challenges. Some of the key challenges we can highlight is the financing. Financing is one of the key challenges for students to have requisite workshops, for training, because they'll be learning theories and theories and theories. Okay, even though they might have some time to share with the industries, but then workshops also is key. It's also important, so that they can also translate what they have in the textbooks into practice. So building workshops
is also important. For example, if you are training mechanics, and they'll be reading these books, do you have a workshop where some of the things can be displayed, and then as part of their training, they will be looked at it and see how it can help. So these are some of the challenges that most people like list all the programs that TVET has, like electronics, electrical, and those things. They need to have workshops attached to the schools, and so that students can also learn from it, not only the theories that they learn. And if that happens, the skill development, they will be able to develop the skills very, very, very well. Because we don't expect them to come out and still struggling to implement what they've learned. They need to come out successful with the skill development. So it's one of the things that Ghana is looking at. All right, thank you so much, Mr. Fred Asay-Siedu from the Ministry of Education in Ghana. He is the Senior Program Officer. So I would like to go straight to Madam Gifty Mensah from the Ghana TVET service. Madam Gifty, if you're here, can you just unmute and great. All right, so we have Madam Gifty here, Madam Gifty Mensah, who is the head of guidance and counseling units at the Ghana TVET service. So Madam Gifty would like to know, how do you address, or how does the institution address the challenges of limited resources with high counselor to student ratio in your current role? And what are some of the lessons that our member country, Cote d'Ivoire, can learn from that? But before that, I would also want to know, what are some of the specific initiatives that have also been implemented, particularly in the area of career services and guidance in TVET, and what could serve, and what are some of these implementations that could serve as a model for improving career guidance in TVET for Cote d'Ivoire? All right, thank you very much, Mona. Before I go on, I would want to give a little introduction about how the TVET started in Ghana. The government of Ghana recognizes the importance of technical and vocational education and training, that is TVET, in driving the economic growth and then fostering innovations. And so we had the Ghana TVET service as an agency by the Pre-Tertiary Act, that is Act 2020-1049, to provide learners with relevant and employable entrepreneurial skills in the labor market. So in actual fact, that is why the TVET was instituted. So we had 9 ministries that came to, 9 ministries that were also organizing training, some form of training, hands-on training, to come together under the Ministry of Education, so that the Ministry of Education can oversee whatever training goes there, and then change some of the curriculum activities. Realize that before TVET came into being, students who learned in TVET schools had difficulty in progressing into the university. So when the Ministry of Education took over, they came up with a qualification framework that had about 7 levels. So at least Cote d'Ivoire can also learn from us, 7 levels. So you have the proficiency 1, proficiency 2, certificate 1, certificate 2. And then from there, you go to the tertiary universities where you have your HND, you have your degree, and then you have your master's and even PhD. So now every child that goes through the TVET education can boast of having a tertiary education as well. So it's not like formally when somebody completes the TVET, he finds it very difficult to progress to higher level. Now with the inception of Ghana TVET service,
the Director General saw it prudent to institute a guidance and counseling unit. So that was where it started. So now we have a guidance and counseling unit. We have regional guidance and counseling coordinators in all our regional offices, that is 16 regional offices. And we have 2 institutional counselors each for every institution, for our 260 institutions, 1 male, 1 female. So that is how we go about our guidance and counseling, institution of guidance and counseling in our schools. And then the minister himself also invited the 2 counselors, the head of counselors, one from GES, one from TVET, to come up with a new guidance and counseling policy, that is gender-sensitive guidance and counseling policy. So we have the academic guidance and counseling, we have career guidance and counseling, we have psychosocial guidance and counseling, and then we have the guidance services, where we invite people to come to the school and speak on contemporary issues that is affecting our society, to come to the schools and talk to us. So that is how we offer our guidance and counseling services in the school. And then also, we were fortunate to have World University of Canada to train about 40 counselors in our schools on career services provision. So we also instituted career advisory boards in all our institutions. So when the students come to the school from the JHS, they are now they go through the orientation, that is the very first week, maybe first or 2 weeks, go into orientation to see whether they've chosen the right career. They are informed before they chose the right career into the TVET space. Because we don't want the situation where the child will come and say, I now want to change my course and go for another program. So before the child comes to school, our institutional counselors go to the basic school. They have collaboration with GES. So they go to the basic school, they orient the students on the various TVET programs that the curriculum cover. We have about 29 trade areas that the curriculum cover. And when they go there, they have a pamphlet that we use to educate the students on what we are supposed to do. And we call it trade persona. Now we've developed about 15 of them, trade areas, that is plumbing, welding and fabrication, construction, electricals. We have a number of them. And we want to actually have develop a book, trade and resource pack, that will also support our students to know the careers that they are choosing, the prospects in the careers, the specifications, the career progression, and then the competencies. Aside that, we also train our students in entrepreneurship and soft skills. You know, sometimes the way our artisans behave. So if you don't give them that employability skills, soft skills within their area of study, they will go out and sometimes mess up. So we also have crucial training for soft skills, then entrepreneurship. And then we also train them in ICT, because now everything is going digital. Make sure that whatever trade area that you are studying, you also know how to use the internet and how to use technology to progress in your career that you've chosen. And then if you look at the informal sector, we are actually formalizing the informal sector in the sense that all those who have training in various careers, we have specialized training for them. Those people are called master craftspersons. We have specialized training for them so that anytime the government wants to sponsor those who didn't get a chance to go through formal education to learn on the trade, these master craftspersons have already been trained. So they intend to train these people through the voucher projects that the government has instituted. We have a number of institutions that run the voucher project that is free. They give them training for free and they give them stipends for those who want to learn, those who have already prior learning and those who don't have any skill at all, they are trained. Then we also collaborate with YE, that is the Youth Employment Agency. They even have an office in our headquarters here. So we collaborate with them anytime they have training for the youth.
they are supported by Ghana TVET service so that the student can get better training, the standardized training, and even certification so that they can now work as skilled youth. So this is what we do in TVET, where our students have free tuition. So they come to school, all the PPEs and all the equipment that they are tools and everything that they have to use in school to even acquire the skills are given to them for free. They don't pay anything for that. So with that, I think Cote d'Ivoire can also learn from Ghana's experience. What our enrollment has for the past 3 years, it has risen from about 35 or so thousand to 60,000. I mean, fresh students. Last year, those who enrolled in TVET, that is SS1, they were about 60,000. And I think this year is going to be more than this number because of the structures we've put in place and then the prayer counseling we give to students at the JHS level before they even want to choose their subject areas to the secondary school level. And we also instituted TVET clubs in the private schools. We have about 100 schools that are organizing these TVET clubs. So the younger ones to know what TVET is all about and to also upgrade the perception of TVET in our youth. And we most of the times organize age-appropriate activities for these children to go through. So with the counseling unit, these are some of the measures we've put in place to support the TVET. So the challenges that we have is to get some support for our career resource pack, where we wouldn't want to do it for only TVET subject, but to cover all the subjects that we learn in our school so that the children will be informed as to if I'm going to do science, if I'm pursuing science, what are the careers there for me, the various careers and the various jobs specification for me when I do science. When I do technical skills in the basic school, or if I want to do electricals, what are the specifications, what are the competencies, what is the career progression for me? All these areas we want to come together, put all of them together and do it. So if the asset can support the counseling unit to come out with this career resource pack, we'll be very, very grateful because it's now going to inform parents and students to know the prospects in TVET so that it will also raise the image and of the TVET area so that we don't actually sit back and say that TVET is for the block-headed, because I know it is for students who are realistic. Because when we go to the schools, we use the trait factor theory. You know, under the trait factor theory, we have various trait factors about those who are realistic, those who are artistic, those who have the social background, enterprising and all that. So through that, the student can now find himself to know that I'm somebody who is realistic. That is why I don't want to learn rote learning, chew, pour, and pass, but I want to do things with my hands. This is what I'm made of. So when you go through that now, students themselves, they know that, yes, then I'm good for TVET, rather than maybe reading areas or grammar courses. So these are some of the things we've put together. So our problem now is to have trained counselors in our schools. Most of our counselors are volunteering to be counselors. We are trying to connect them to the universities so that they can have sandwich or distance program, and then they become qualified counselors who can now handle our students. Then we, after training only 40 of our counselors in career guidance and career services delivery, would actually want to train the others, all the other counselors within our 260 TVET schools, so that they can give appropriate career advisory to our students. Thank you, Madam Gifty. That was a brilliant presentation on your end. Asset, I believe Eric is here, Eric Saforo, who is the lead for our Ghana Yes Pact. He's here and he's listening to your plea concerning financial issues in relation to the career guidance aspect. I believe that the Ghana Yes Pact is already working
on the career guidance policy. So Eric is listening, and all these are going to be taken into consideration. So thank you so much, Madam Gifty. That was a great feedback and response to the question from the Ghana TVET service. So at this point, the chat box are open. If you have any questions for any of our panelists, the main speakers, please proceed to send in your questions. You can also use the thumbs up button to raise your hands if you do have any question, and we're going to open the floor for you in just a minute to ask your question. So please proceed to use the chat box, and if you want to speak, we have in the next 2 minutes to be able to do that. I could see a question coming from Amina Yaklev. Hello, Amina. Can you please unmute yourself? Yes, hello, Deborah. Can you hear me? Yes, I can hear you. Please proceed. Okay. You have a minute to introduce yourself and ask your question. Thank you very much again. So I'm Amina Yaklev. I'm the Knowledge Management Officer at ADEA, the Association for the Development of Education in Africa. I'm also international expert in TVET and TVSD, Technical and Vocational Skills Development. Well, from my experience, coordination is one of the main challenges in the area of well, skills in general and TVET as well. So I was wondering, and my question goes to both representatives from Côte d'Ivoire and Ghana. So to what extent is your work being coordinated with other actors in the ecosystem? Maybe I can ask directly in French for our colleagues in Côte d'Ivoire, if you want me to. Absolutely, please do. Thank you. Encore une fois, merci beaucoup pour les représentants de Côte d'Ivoire. Présentation très intéressante sur le système de formation EFTFP en général. Donc, en fait, de par mon expérience, j'ai remarqué que la coordination entre les différents acteurs était souvent un problème parce qu'on sort de l'instance institutionnelle et on va vers l'industrie ou d'autres acteurs dans l'écosystème. Donc, ma question, c'est, selon vous, est-ce que c'est un défi majeur et comment actuellement pourrait jauger la coordination qui est avec les différents acteurs, encore une fois, en dehors de votre institution. Merci, Ethan. Thank you, Deborah. Over to you. And sorry, just one last thing to thank all of you, including our colleagues from Ghana and Côte d'Ivoire. Thank you. Goodbye. Thank you, Amina. Merci beaucoup. Cette question, c'est pour Madame Massid. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à la question de Madame Amina? Merci beaucoup, Deborah. Bon, en Côte d'Ivoire, l'expérience que nous avons ici, la coordination, c'est tout part du sommet, c'est-à-dire du ministère, et il n'y a pas vraiment une relation, une véritable relation entre les entreprises et les directions qui sont chargées de l'orientation. C'est que tout vient du cabinet. Le ministère, c'est-à-dire le cabinet, a des instructions qui donnent. C'est vrai qu'il y a aussi des branches, les branches professionnelles aussi qui interviennent, mais ce n'est pas une véritable la coordination directe. Bon, c'est pas ça, on reçoit les instructions du ministère. En fait, c'est un peu, je ne sais pas comment l'expliquer véritablement, mais au niveau de notre direction d'orientation, nous recevons les instructions, nous faisons des propositions et qui sont validées par le cabinet. Et ensuite, nous nous mettons à appliquer ce que nous avons, les instructions que nous avons reçues. Donc, il n'y a pas je veux dire, une autonomie. La coordination, ce n'est pas que l'homme se lève et puis bon, on prend les décisions, mais ça vient du cabinet.
C'est le cabinet qui décide de tout. Je peux ajouter quelque chose, Déborah? Can I add something? Please? OK, donc, Allez-y, Dr. Akpe. oui, je voulais aussi ajouter à ce que Madame Mathilde a dit qu'en Côte d'Ivoire, le système de formation ETFP, il est géré par le ministère. Donc, c'est le ministère qui est le régulateur de la formation. En cela, vous connaissez déjà M. Seni, qui a déjà fait une présentation. M. Seni est l'inspecteur général. On l'appelle l'inspecteur coordonnateur. Voilà, donc c'est lui qui va réguler la formation professionnelle. Et vous voyez que chaque acteur est vraiment important dans ce système-là. Il y a les entreprises qui sont représentées à travers les branches professionnelles. Et donc, chaque branche professionnelle, il y en a 13 qui sont dans l'un des secteurs de métier compétents. Voilà, donc on a vraiment un écosystème où chaque acteur a son rôle à jouer. Mais l'État reste le régulateur, c'est lui qui va activer les entreprises, c'est lui qui va activer les partenaires techniques et financiers, et c'est lui qui va piloter les projets et donner la vision du gouvernement. Donc, en termes de coordination en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de problème, mais c'est en termes de tâches à accomplir. C'est tous les acteurs arrivent à interagir avec l'État, voilà, et chaque acteur est quasiment autonome. Voilà, donc il y a les entreprises qui ont leur mot à dire, il y a les partenaires techniques et financiers qui ont leur mot à dire. Donc on a un écosystème où tout acteur est vraiment important. Maintenant, c'est sur le travail à fournir. Par exemple, les branches professionnelles, on nous explique que c'est elles qui devaient donner les besoins en compétences pour que l'État puisse faire les curriculums de formation. Le point, c'est que les branches professionnelles, ça fonctionne pas toujours comme on l'aurait souhaité. Et donc, on n'a pas toujours l'information juste sur les compétences du moment. Donc, les compétences qui intègrent les nouvelles capacités dans les métiers. On n'a pas toujours ça. Et donc, c'est vraiment difficile de transformer ce qu'on ne sait pas en formation. Donc, c'est vraiment aussi le problème, c'est qu'est-ce que l'acteur apporte à l'UTFP? Est-ce qu'il fait vraiment son travail dans dans cet écosystème? Voilà. Donc, pas véritablement des problèmes de coordination, mais vraiment des problèmes en termes de rôle à jouer dans le TFP. Voilà, donc je pense que c'est ce que je voulais apporter comme additif. Merci, Déborah. D'accord, merci beaucoup, Dr. Akpe. Je pense qu'on a une question. La dernière question, c'est Assis. Assis, vous avez enlevé votre main. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez parler maintenant? While we await Assis Blaze to come up with her question, I would want to reiterate that we have the Yes Pact end of phase 2, which is our showcase coming up on the 29th of August. And we're extending an invitation to each and every one of you, both those who are part of the Yes Pact and those outside of the Yes Pact 6 country chapter members who are working within the space of youth, employment, and skills to join in on this event, which is happening on the 29th of August from 10 a.m. to 12 p.m. GMT here online, and we'll be extending invitations to each and every one of you. Also, with regards to the Yes Pact portal, before we go live or we finally roll out, we'll be sending in a sign-up invitation through everyone's email, including those who are joined here on today's Yes Pact learning series and other learning series or virtual learning events that we've had previously, for you to be able to sign up, dialogue, share knowledge, and exchange ideas on this platform, which is a Yes Pact portal yet to be rolled out. Thank you, everyone. At this point, if we do not have any further question, I would want to take the closing remarks from Dr. Akpe. Dr. Akpe, c'est le moment de nous donner la remarque de clôture pour l'événement d'aujourd'hui. Et vous avez juste 3 minutes de faire ça. OK, 3 minutes, peut-être un peu beaucoup. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui ont participé à ce web série. C'est vraiment un honneur pour la Côte d'Ivoire
de réaliser cette activité, de partager son expérience et puis d'avoir l'expérience des autres pays. Donc, en cela, on vous remercie tous et merci vraiment d'appuyer les économies africaines à travers les activités de l'ACET. Vraiment, merci à vous. Maintenant, concernant le calendrier de Côte d'Ivoire, si tu me permets, Déborah, le calendrier de Côte d'Ivoire est meublé par des activités et donc prochainement, donc le 8, après la fête d'indépendance, qui est demain 7, le 8, on a une activité de clôture du plaidoyer politique Yes Pact Côte d'Ivoire. Et donc, ça aura lieu sur le campus de l'université. Pour ceux qui le savaient déjà, on a été chassé par les étudiants, mais je crois que la situation est encore meilleure pour ce jeudi. Donc, ce jeudi, on aura une activité où les partenaires qui nous ont vraiment aidés à faire ce plaidoyer politique vont revenir, affirmer leur engagement, dire ce qui a marché, nous dire ce qui a lieu d'améliorer, et puis on pourra repartir de plus belle, si Dieu le veut, l'année prochaine pour un nouveau plaidoyer politique. En tout cas, merci aussi à la classe politique ivoirienne qui a bien compris le travail du Yes Pact Côte d'Ivoire et qui a mis vraiment tous les moyens. Merci à monsieur le ministre. Merci au directeur de cabinet et à tous ses collaborateurs qui ont bien compris le combat de l'ETFP en Côte d'Ivoire et qui ont mis vraiment la main à la poche et à leur agenda, la main à leur agenda pour pouvoir vraiment nous aider à réaliser cette tâche. Je voulais enfin dire merci à Madame Mathilde Moyeno qui, bien qu'occupée, je sais que ce matin, elle a une grande activité à faire, mais qui a pu dégager de son temps pour pouvoir nous aider. Merci à Mona, merci à Déborah, merci à vraiment tout le monde. Merci à toi, Déborah. Merci. Merci à vous, Dr. Akpe. Merci à la Côte d'Ivoire pour cette série d'apprentissages. C'était vraiment informé. On a beaucoup appris dans cette série d'apprentissages. Et je voulais remercier aussi toutes les panélistes qui étaient présents ici pour les séries d'apprentissage d'aujourd'hui. Et on a la fin de l'Yes Pact qui sera la présentation pour le 29 août. Alors, essayez de rejoindre cette série d'apprentissage. So thanks to everyone for joining the Yes Pact Learning Series hosted by Côte d'Ivoire, which is going to be our final Yes Pact Learning Series for the Phase 2 cycle of our Yes Pact. Really appreciate your time and your efforts, and we hope to see you all in the next phase of our Yes Pact, which will be hosting the Yes Pact Learning Series hosted by Côte d'Ivoire in November. So we'll keep you all posted. Thanks to each and every one of you, the panelists, Madame Mathilde Mayero, Mary Koji from Kenya, the State Department for TVET. We also had Gifty Mensah from the Ghana TVET Service. We also had Fred Asa Kisiedu from the Ministry of Education TVET Directorate, and we had one more panelist who couldn't make it today from Niger. But thanks to every one of you, and we hope that when we call on you next time for our subsequent Yes Pact Learning Series and the Yes Pact agenda, each and every one of you from these top ministries would be available to assist us in the Yes Pact initiative. So thanks to each and every one of you, and enjoy the rest of your day. Bye. Pact Portal, your gateway to accelerating economic transformation across Africa. To log in, simply check your email for the login link, choose a password, and enter your credentials to access the Pact Portal. Here, members gain access to a wealth of resources, including progress reports, toolkits, forums, and more. Dive into our collaborative platform to connect with like-minded individuals, share knowledge, and drive impactful change. Together, we can transform policies into action and propel Africa toward sustainable development and prosperity. Contribute your insights, expertise, and innovative ideas to Yes Pact's collective knowledge base by submitting an article. Share valuable external articles or research relevant to Yes Pact's mission by submitting external insights here. These can be external resources you believe will be beneficial to the community and Pact chapter members. Discover the dynamic forums on the portal.
Engage in insightful discussions on YesPact initiatives, policies, and strategies in our dynamic forums. Remember to engage with responses by replying to comments and encouraging further discussion. This way, we can all collaborate effectively and drive impactful change together. Explore detailed reports tracking the advancement of economic transformation efforts alongside practical toolkits. Stay up to date with chapter members, view photos and videos of past events and engagements to see YesPact in action. Explore more. Explore our website and discover all the features designed for you. For any assistance, feel free to click the Contact Us at the bottom of the screen.